Cora News Sécurité, vous êtes avec nous pour la grande interview et nous avons avec nous aujourd'hui Benamar Balil. Bonjour. Bonjour Eric. Président de Luxan Group, oui. C'est ça, donc qui vient de reprendre une grosse entreprise du secteur de la sécurité privée, bien sûr. Alors elle s'appelle Octopus Holding, c'est bien ça, et Octopus aussi, vous reprenez les deux Exactement. activités. Donc ça va faire grossir le groupe Luxan, qui était déjà un gros acteur de la sécurité privée en France. Tout à fait. Ça faisait à peu près 2 années que nous étions sur une stratégie de croissance externe. Donc nous avons rencontré plusieurs sociétés, des sociétés dans différents territoires de France. Celle qui nous a le plus marqué, c'est Octopus. Donc avec à la fois Octopus Holding, mais Octopus Sécurité, Octopus Formation, qui est aujourd'hui à peu près 2600 salariés, donc qui est une société, un acteur majeur, plus de 40 ans d'ancienneté, avec aujourd'hui une complémentarité géographique, c'est ce qui nous a aussi intéressés, et derrière des clients. Des clients qui sont aussi des clients communs et des clients qu'on n'avait pas, donc il nous a permis de développer d'autres territoires avec d'autres clients. Mais justement, en mariant les deux entreprises, là, vous atteignez une taille maintenant assez importante en France sur ce secteur. Tout à fait, ça représente 4500 salariés sur le territoire national. Aujourd'hui, on sera positionné normalement en 2020 entre 6 et 7e, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. On souhaite, nous, aujourd'hui, être reconnus pour la technologie, par l'innovation qu'on va créer, et avoir cette légitimité dans le métier. C'est un peu l'objectif. Oui, ça on en parlera. Avec aussi tous ces métiers, ça bouge énormément parce que faut pas oublier que bien sûr la sécurité privée est de plus en plus importante pour les entreprises. Alors, une chose quand même importante, qu'est-ce que ça vous apporte sur le plan territorial ? Il y a plus d'implantation, vous gagnez des régions par exemple ? Tout à fait. Alors, pour être très précis, vous avez Luxan Group qui est dans le territoire du Nord, c'est le siège du groupe, un maillage national, mais plutôt sur la partie Île-de-France, Nord, Est, Sud-Est. Et concernant Octopus, c'est plutôt la partie Île-de-France, une grosse partie Île-de-France, Ouest, Sud-Ouest. Donc on a vraiment une complémentarité géographique plutôt pas mal. Avec aussi donc des nouvelles technologies qui arrivent. Est-ce que vous récupérez un savoir-faire, par exemple, chez Octopus ? En fait, ce qui aussi est intéressant avec cette vision commune, c'était le futur du métier. Monsieur Ovadia, qui est le président sortant, Alain Ovadia, nous avons exactement la même vision de l'avenir de la profession, avec l'innovation, les technologies. C'est ce qui nous a un peu unis dans ce projet, et je le remercie parce qu'il nous a fait confiance pour pouvoir prendre le témoin de cette société. C'était un petit peu le principe, et je pense que je vais l'aborder aussi tout à l'heure. Alors justement, donc, c'est un rachat pur et simple, ou c'est une prise de participation en termes capitalistiques ? Alors, M. Ovadia reste au sein de Octopus Holding, donc il y a une partie, il reste au conseil de surveillance, et je suis président de la holding et aussi président des filiales. Donc il sera effectivement encore avec nous pendant une bonne période. Alors, l'un des enjeux, c'est la cybersécurité, parce que le monde se digitalise, se numérise, et là, c'est un vrai savoir-faire que vous voulez accélérer. Tout à fait, ça fait partie un peu de notre stratégie. On parlait tout à l'heure d'innovation, mais on parle aussi de cybersécurité. Aujourd'hui, on a besoin de sécuriser nos clients par le biais aussi de nouveautés, donc protection des données, audit de sécurité, avec aussi test d'intrusion, conseiller aussi le personnel de nos clients sur l'utilisation de mails. C'est aussi des sujets importants pour nous. Donc vous êtes un vrai conseiller, vous faites des audits, comme on dit, pour l'interne. Alors si on reprend les métiers maintenant, donc Luxant plus Octopus, donc ça vous fait des nouveaux métiers, ça fait une palette extrêmement large. Donc le cœur du métier, c'est la sécurité privée. Ça, c'est vraiment la grosse activité au service des entreprises. Ça pèse combien en pourcentage ? Pour la sécurité privée, on est à peu près 80% de l'activité luxante. Aujourd'hui, on a 6 pôles métiers. On a la sécurité, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avec Luxant Security, Octopus Security. On a le pôle Facilities, qui fait principalement de l'accueil. On a le pôle Technologies, qui fait de la vidéosurveillance, télésurveillance. On est capable aujourd'hui d'ouvrir des barrières à distance, de faire des rondes vidéo. C'est intéressant et important. Aujourd'hui, on utilise aussi des drones, des robots à l'extérieur des sites. On a aussi une filiale qui s'appelle Institute, Luxant Institute, Octopus Formation, qui sont spécialisés dans la formation. Et on a également donc, la cybersécurité, protection des données, audit de l'intrusion, investigation numérique, et également le pôle innovation, un pôle recherche et développement que nous avons aujourd'hui au sein du groupe. Ce qui veut dire que vous allez recruter des spécialistes, ce sont les nouveaux métiers de demain dans le digital, c'est ça ? C'est déjà fait. On a déjà aujourd'hui 10 ingénieurs qui travaillent sur le pôle innovation. Donc effectivement, notre objectif, c'est de créer
de la nouveauté, de la valeur ajoutée auprès de nos clients et aussi d'avoir des solutions auprès de nos agents qui permettent de sécuriser nos agents. C'est des choses qu'on travaille. Sécuriser, il faut donc former beaucoup les équipes. C'est aussi, donc vous avez un pôle de formation et d'apprentissage. Exactement. On a aujourd'hui un Luxant Institute et Octopus Formation qui forment notre personnel. Un personnel qui est formé de base, CQP classique pour rentrer dans la sécurité. Après, vous avez le SIAP qui est pour l'incendie et vous avez des formations nouvelles. Télépilote de drone, on a aujourd'hui. On forme en informatique. On forme aussi également les agents cynophiles. Il y en a très peu en France, donc on a aujourd'hui notre sorte de formation qui permet de le faire. Et puis, vous avez effectivement 2 sujets importants. C'est l'apprentissage. On est aujourd'hui un CFA, ce qui permet de former des apprentis dans notre métier. Donc généralement, c'est des jeunes qui sortent de bac, qui ont un niveau bac. On leur donne 2 années de plus pour avoir un bac plus 2 dans les métiers de la sécurité. À peu près 15 jours au sein de l'entreprise et 15 jours effectivement, au niveau du centre de formation. Et justement, donc cette forme, vous les prenez finalement à la sortie de l'école et vous les formez ou est-ce que vous faites des recrutements classiques ? Non, on a des personnes qui sont aujourd'hui, l'avantage dans les contrats d'apprentissage, c'est des gens qui sortent de l'école. D'accord, plutôt. Exactement. Et qu'ils ont une visibilité d'avenir sur le digital, sur les réseaux sociaux et sur l'avenir qu'on souhaite nous mener. Et vous sentez donc quels besoins aujourd'hui dans les entreprises ? Parce que votre palette d'activités est très large. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une demande particulière qui est en train de monter, indépendamment bien sûr de la crise économique, on en parlera tout à l'heure ? Alors aujourd'hui, de toute façon, comme vous pouvez le voir, tous les 6 pôles métiers sont des sociétés qui se rattachent. Il y a une synergie stratégique au sein de l'entreprise. Donc effectivement, que ce soit la formation, l'innovation, la cybersécurité, la sécurité humaine, toutes les sociétés travaillent ensemble. Donc il y a une synergie des filiales. C'est ce qui se prête bien un peu à la stratégie de groupe. Donc effectivement, toutes les sociétés aujourd'hui du groupe travaillent pour des clients qu'on a actuellement. Donc effectivement, il y a un besoin, que ce soit sur la formation, que ce soit en protection des données pour la cybersécurité, que ce soit pour la sécurité humaine ou éventuellement en technologie. Mais la délinquance, on le sait, est en train de monter. On l'entend bien sur Agora News. Est-ce que, par exemple, il y a un boom de la demande en télésurveillance dans les entreprises, par exemple ? On a effectivement, avec ce contexte, cette crise sanitaire, aujourd'hui, on a énormément de demandes sur la filiale télésurveillance. Donc, effectivement, on équipe énormément de sites. On essaie d'apporter aussi un conseil auprès de nos clients, de voir ce qui est adapté à leur site. La filiale télésurveillance était effectivement, dans cette période difficile, est aussi un pôle important. Et vos services, vous les vendez sous forme de package ou est-ce que c'est à l'unité ? Non, c'est variable, c'est selon le profil client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la capacité de proposer tous les services pour les clients qui le demandent. Donc et généralement, c'est des grands comptes, tout à fait, où ça peut être effectivement des appels d'offres que nous répondons par filiale. Alors parlons de la sécurité numérique, la protection des données. Qu'est-ce qui va changer à l'avenir ? Pour l'instant, c'est encore un domaine très flou et on ne sait pas trop si on est attaqué ou non. Comment mettez-vous ces garde-fous ? C'est une problématique qui arrive et qui arrivera. Aujourd'hui, elle existe déjà. La problématique d'attaque, elle arrive à tout le monde. Aujourd'hui, vous cliquez sur un mail, vous vous retrouvez sur une attaque de je ne sais pas quel pays, c'est difficile. Notre objectif à nous, c'est de pouvoir conseiller le client et de lui apporter justement la formation adaptée à ses salariés. Donc ça, c'est la base. Après, les tests d'intrusion, on pense tous qu'on est assez sécurisé dans nos systèmes. Et alors, notre objectif à nous, avec nos experts, c'est d'essayer de rentrer dans la base du client, et notamment dans ses serveurs, savoir si c'est fiable ou pas fiable. Alors justement, comment procédez-vous ? C'est en amont, c'est pas quand la catastrophe arrive. Non, c'est en amont. C'est justement l'anticipation. C'est un peu comme nous souhaitons anticiper, proposer cet outil auprès de nos salariés, auprès de nos clients, Et donc, c'est effectivement des tests d'intrusion et après, un package pour sécuriser au mieux le site. Les entreprises sont sensibles à cette question, justement. Aujourd'hui, elles commencent à se tourner vers vous. Exactement. Ça devient de plus en plus récurrent. C'est pour ça que ce pôle cybersécurité prend vraiment un développement fort ces dernières années et surtout ces derniers mois. Et avec, bien sûr, des emplois à la clé, vous allez devoir recruter des spécialistes, souvent qui viennent des rangs de la police ou des spécialistes qui viennent du public. Ça dépend. Effectivement, on a même des gens d'autres pays. C'est-à-dire qu'on recrute des talents, des gens qui sont capables justement d'apporter ce savoir-faire et de la vision que l'on a de la cybersécurité. Avec notamment cette investigation numérique qu'on a rajoutée, ce qui permet à la fois aux clients une problématique de vol de données, d'aller chercher l'information, de savoir d'où ça vient. De quelle part ça vient. Ça peut être, alors, un exemple, ça peut être un salarié qui vole des données de l'entreprise ou ça peut être de l'extérieur. Voilà. Et dans ces cas-là, vous pouvez aussi montrer les économies qui sont faites avec une bonne protection, parce que les entreprises ne se rendent pas compte souvent que sur leur vol des données, c'est beaucoup d'argent qui part. Exactement, ça c'est aussi effectivement une problématique. Ça vient toujours avec une économie, c'est aussi une problématique,
La plus importante, il faut le savoir, c'est quand vous avez une société qui est complètement bloquée parce que vous avez un piratage du système, ça c'est quand même problématique et c'est économiquement un problème. Et comment justement se composent les tarifications? C'est en fonction de la taille de l'entreprise ou en fonction de la mission? On a effectivement l'audit est assez très correct et après vous avez la taille de la mission et selon ce qu'on va proposer, de ce qu'on va constater en fait. Alors parlons maintenant avec vous, Monsieur Balil, donc de la crise et sanitaire et la crise économique qui commence et qui va durer. Est-ce que vous avez enregistré une baisse d'activité depuis, on va dire, le mois de mars, depuis le premier confinement? Écoutez, on a eu effectivement sur des secteurs bien précis, le culturel, le loisir, le luxe aussi, une baisse d'activité qui existe aujourd'hui. En revanche, on a des secteurs tels que la grande distribution, le transport ferroviaire ou autres, qui ont des demandes beaucoup plus conséquentes. Donc on a effectivement un pourcentage de réduction, oui, mais qui n'est pas énormissime. On n'a pas à se plaindre, parce que mes confrères et amis de l'événementiel ont aujourd'hui une grosse difficulté. Ouais. Donc il y a une légère baisse. Après, effectivement, je parle de la sécurité, mais pour la filiale Facilities, qui fait principalement de l'accueil, effectivement, là, par contre, c'est une baisse qui est quand même assez conséquente. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les musées n'ont plus de surveillance. Il y en a un minimum, j'imagine quand même. Ouais. Et que faites-vous alors des équipes? Elles sont redéployées sur d'autres tâches? C'est exactement ça. En fait, je remercie mes équipes et tous les salariés de France parce que la crise sanitaire est quand même énorme. On a des salariés qui sont dévoués, qui travaillent 24 heures sur 24 sur des sites sensibles. Tout site est sensible. Et effectivement, on a eu la chance d'avoir nos salariés qui travaillent actuellement sur des sites culturels et qu'ils ont eu la gentillesse, parce que je le dis, de travailler sur d'autres secteurs d'activité. On a dû les accompagner. Chez vous? Très peu. Comment justement, alors, voyez-vous la sortie de crise? Est-ce qu'il va y avoir une reprise subitement lorsqu'on sera déconfiné, ou en tout cas quand il y aura un assouplissement des règles, comme on l'a déjà un peu vécu? Alors c'est très difficile. Aujourd'hui, nous devons absolument nous adapter. Je pense qu'il y a 2 points. Le paramètre important, c'est de suivre nos clients, d'accompagner les clients sur l'avenir. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, ça va être difficile. On sera bien obligé de les accompagner. Et pour ça, on a des solutions. On est en train d'apporter vraiment des solutions avec l'innovation, l'homme et la technologie qui va être combinée. Et puis derrière, il faut s'adapter aussi à ce qui va arriver. Parce que l'économie, elle va être difficile. En 2022, on a quand même une augmentation de 10% qui arrivera. Donc c'est quand même... 2022, donc encore dans un an. Exactement. Il va falloir s'adapter et accompagner le client sur des solutions. Et c'est là où le pôle innovation, qui est le cœur aujourd'hui, va être le cœur de Luxant, le groupe Luxant, va apporter sa valeur ajoutée avec de l'innovation auprès de nos clients. Mais justement, cette crise va peut-être aussi, comme on le disait, développer la violence urbaine, la délinquance, peut-être aussi le vol dans les entreprises, dans les entrepôts. Est-ce que ça, ce sont pour vous peut-être des boosters d'activité dans les mois qui viennent? Est-ce que justement, vous commencez à enregistrer des demandes pour ce type de risque? Je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, le contexte est assez difficile, particulier. On n'a jamais vécu ça. Pour ma part, c'est nouveau. Il va falloir s'adapter. On a des demandes assez particulières, des clients qui nous font des demandes également, mais surtout le plus important, comme je peux le répéter, c'est le conseil qu'on va apporter dans les prochains mois et prochaines semaines. Aujourd'hui, on doit absolument travailler les budgets de nos clients et les accompagner sur l'avenir. Donc on a une délinquance qui existe aujourd'hui, soyons très clairs, dans des secteurs d'activité qu'on connaît bien. Aujourd'hui, on est spécialisé dans des secteurs d'activité bien précis. On ne va pas travailler dans tout secteur. Pourquoi? Parce qu'on a une expertise. Notre expertise, on doit la mettre en pratique pour nos clients. Et on n'a pas cette ambition d'attaquer tout et n'importe quoi. On veut rester sur les secteurs qu'on maîtrise bien. Donc on aura effectivement l'expertise et le conseil pour les clients qui ont ces problématiques. Donc oui, il y aura certainement des difficultés, on sera là pour les accompagner. Et donc cette crise peut être un catalyseur. Est-ce que même ça peut être une chance pour des jeunes qui chercheront un emploi? À ce moment-là, vous êtes prêts, vous, à leur tendre la main? Bien sûr que oui. Nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir des personnes qui ont cette envie, cette ambition. Ils vont passer par des enquêtes de moralité pour avoir une autorisation d'exercer, pour avoir une carte préalable, passer en formation et ensuite avoir cette carte professionnelle. On est ouvert, bien évidemment. En plus, aujourd'hui, c'est quand même des personnes, des jeunes qui sont l'aide à l'emploi, qui ont la capacité de choisir un métier, mais qui le veuillent bien. Alors reparlons un instant de la formation, qui est un point très important. On parlait tout à l'heure de vos centres d'apprentissage. Oui. Vous êtes situé dans quelle région? Quand on est jeune, on est formé chez vous. Vous avez plusieurs centres en France? Aujourd'hui, le plus gros centre que l'on a, c'est à Templemin, dans le 59, donc Hauts-de-France, effectivement dans les Hauts-de-France. Et puis on a aujourd'hui un centre de formation dans la région parisienne, Roissy, et à Noisy-le-Grand,
d'Octopus Formation. Donc principalement dans le territoire nord, et on est en train de déployer un peu une sorte de formation dans les différents territoires de France. Et donc formation adaptée à chaque besoin. Oui. Comment peut-on, c'est comme une classe en fin de compte, c'est une école de la sécurité? Tout à fait, on souhaite avoir, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a les formations obligatoires que l'on fait aujourd'hui, et derrière, il y a des formations qui vont nous permettre aussi de se différencier des autres et de monter en compétence nos équipes. C'est essentiel aujourd'hui de toute façon. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on travaillait sur des secteurs bien précis, des secteurs d'activité bien précis. Et ces secteurs d'activité, on les maîtrise. Et on va donner cette valeur ajoutée auprès de nos salariés, que ce soit jeunes et moins jeunes, pour les accompagner sur des parcours de formation. Et vous pensez que cette formation, il faut encore l'enrichir, la développer, aller plus loin, en fonction des besoins? Il y a encore beaucoup à voir là-dessus. Je pense qu'il y a le sujet... Notre syndicat aujourd'hui, l'UNAFOS, dont je fais partie du comité de directeur, fièrement représenté par mon DG délégué, aujourd'hui travaille activement sur des nouveautés, et je pense qu'il le faut absolument. Et quand vous développez, par exemple, une formation autour de la cybersécurité ou de tout ce qui est haute technologie, vous faites appel à des ingénieurs, des spécialistes, vous avez des cours, j'allais dire, de très haut niveau pour justement former cette... Vous avez de tous les niveaux, en fin de compte, dans votre centre. Ça nous a pris 5 années pour créer notre pôle innovation, à peu près. 5 ans pour créer un pôle innovation, donc des ingénieurs capables de créer des nouveautés dans nos métiers et des idées que nous avons. Des idées qu'on avons brevetées. D'accord, qui vont sortir en 2021. Donc effectivement, il y a de la valeur ajoutée. Donc on a des personnes qui, aujourd'hui, ont compris nos métiers, travaillent sur les solutions dans nos métiers et justement accompagnent une sorte de formation pour utiliser nos technologies futures. Et justement, alors les nouveaux outils, vous parliez tout à l'heure des drones. Oui. Piloter un drone, ça va devenir vraiment une spécialité. Ce seront des professionnels qui seront formés comment? C'est à la limite de l'aéronautique, mais à distance. Oui, bon, il y a des règles, effectivement, il y a des règles d'utilisation des drones. On a l'initiative de la signature de la convention entre la Fédération et l'ancien syndicat qui est le SNES. Et je connais le sujet des drones depuis quand même quelques années. Il y a des choses à voir. Je pense que dans les sites privés, on a effectivement la possibilité de sécuriser des sites avec des autorisations bien précises. Mais il y a encore des choses à voir sur ce sujet des drones. Ouais. Il faut changer les mentalités pour que les clients acceptent le changement. C'est un petit peu difficile. Il n'y a pas que les drones, il y a aussi les robots à l'extérieur, qu'on est capable aussi de sécuriser des sites à l'extérieur avec des robots. Et aujourd'hui, on est en train d'utiliser, on utilise aujourd'hui un robot sur des sites, un peu l'utilisation et la fiabilité de ce produit. Donc, il y a des possibilités, effectivement. Donc, vous êtes à la pointe, bien sûr, des technologies. Comment fait-on pour suivre tout le temps cette évolution de la technologie moderne? Vous êtes obligé vous-même de faire des stages à l'étranger, d'aller suivre ce qui se fait en Chine ou au Japon? Il y a deux choses. La première, c'est une passion. Vraiment, la sécurité privée, la technologie, c'est une passion que j'ai personnellement et mes équipes aussi. Donc effectivement, c'est des idées qui nous viennent. Donc on travaille avec des pays étrangers sur plein de solutions qui vont arriver. En revanche, c'est vraiment des solutions, des solutions qu'on va apporter par le biais de nos idées à nous. Donc je vais vous donner un exemple. Adapté, quoi. Exactement. Aujourd'hui, il y a deux problématiques. La problématique de nos agents qui sont aujourd'hui livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de moyens. Quand je dis pas de moyens, c'est rien. Quand vous êtes sur un site sensible, l'agent a que sa lampe, son PTI pour se protéger. Simplement. On travaille sur des solutions pour rassurer l'agent, accompagner l'agent et surtout sécuriser l'agent. Et c'est des solutions innovantes que nous allons sortir en 2021. Et ce que vous dites, ça rappelle presque un petit peu l'univers de James Bond, où on a un centre de recherche de protection, comme l'agent 007, qui allait voir Q, si je ne me trompe, c'était un peu ça. Vous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire vous avez un grand hangar secret où vous développez vous-même les sécurités de demain? Écoutez, ça me fait rebondir sur un sujet important, c'est qu'on est sur un nouveau siège social au sein du groupe, qui arrivera normalement courant 2021, à peu près mai 2021. Ce futur siège, c'est un siège très technologique, futuriste, des showrooms très techno, et qui va être le showroom grandeur nature de nos clients, avec effectivement un pôle innovation high-tech. Donc effectivement, on est sur une stratégie 2020, 21, 22, jusqu'à 25 d'innovation qui va permettre aussi à nos clients de trouver des solutions d'amélioration sur les prestations et de pouvoir combiner l'homme à la technologie qu'on parle depuis des années. Mais nous sommes vraiment sur des projets qui arriveront là, déjà en 2021. Et est-ce que là, justement, votre savoir-faire pourrait être mis au service de la sécurité publique, la police, la gendarmerie, les douanes, par exemple? Écoutez, nous sommes déjà
ma priorité, c'est de sécuriser les sites privés, parce qu'on a une majorité de sites privés, Octopus, un peu plus du public, mais mon principe, effectivement, le principe du groupe, c'est de pouvoir apporter une valeur ajoutée auprès de nos clients privés. Effectivement, nous avons, là, depuis quand même quelques années, évoqué le sujet du continuum de sécurité, de la relation publique-privée qui existe. On a signé, depuis quelques temps, une convention, les syndicats, convention des référents départementaux qui sont nommés par département pour apporter leur vision du métier de la sécurité. Donc vous avez des réunions qui sont établies avec le préfet, la DDSP, la gendarmerie, pour échanger sur ces sujets. Je pense qu'il y a des choses à voir. Oui, parce que ce continuum, on dit qu'il ne va pas assez loin, qu'il n'est pas efficace. On entendait M. Tarlet récemment sur Agora News, il disait que bon, c'était des intentions, mais pas encore très efficaces. Écoutez, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, il y a effectivement en ce moment la sécurité globale, on évoque le sujet de la sécurité globale avec le sujet de la sous-traitance, le sujet des interdictions temporaires d'exercer. Absolument, il faut avancer sur ces points. On n'avance pas assez vite. Le secteur privé a besoin d'être écouté, et c'est une réalité. Et effectivement, le continuum n'avance plus aujourd'hui. On a signé cette convention en 2019, et depuis 2019, c'est un peu difficile. Et effectivement, on a besoin d'être beaucoup plus présent, parce qu'on devient un acteur majeur dans le territoire de France. La France, on est quand même 180 000 salariés dans le territoire, c'est pas rien. On va dépasser bientôt les services publics. Donc c'est quand même, on doit être écouté. Donc si on ajoute les 300 000 à peu près agents de sécurité publique, si on prend police, gendarmerie, douane, etc., plus votre force de frappe privée, là on arriverait à quoi, 500, 600 000 hommes pratiquement? Oui, on sera... Mais je dirais qu'on a besoin de... Oui, on sera dans des effectifs importants. Mais l'avenir, nous devons être beaucoup plus écoutés parce que il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il y a un sujet qui est actuellement en cours. Je peux évoquer ce sujet-là parce que c'est un sujet important. Dans le métier de la sécurité, vous avez beaucoup de sociétés qui évoquent la sous-traitance. On a la sous-traitance en cascade qui se retrouve partout, dans des sites, même des gros sites. Et cette problématique nous ramène à des tarifs anormalement bas. Donc le GES, aujourd'hui, qui est un acteur fort du métier, a fait des propositions, a mis des propositions en place, notamment sur la sous-traitance à un rang. Donc vous avez une sous-traitance au premier rang normalement. Alors on a eu un amendement qui a été vu et qui apparemment nous a proposé le deuxième rang. Nous ne sommes pas totalement d'accord. Nous devons avoir une sous-traitance en un rang parce que je considère, et moi, alors c'est plutôt Luxant, le président Luxant qui parle, je suis contre la sous-traitance. J'en ai un petit peu chez Octopus aujourd'hui, voilà, mais je suis contre la sous-traitance. Il faut absolument, je considère qu'aujourd'hui, une société qui signe un marché doit l'honorer, voilà, exactement. Et le suivre. Concernant la loi de sécurité globale qui est discutée au Parlement, quel regard, vous en tant qu'administrateur du GES, quel regard portez-vous? C'est bien, il y a des lacunes, il faut aller plus loin? Écoutez, je pense que ce que j'évoquais, il y a eu des changements notamment sur la sous-traitance. Nous, on a fait des propositions qu'elles n'ont pas été pour l'instant comme dans notre sens. Sur le reste, on a effectivement, je pense que les ITE, les interdictions temporaires d'exercer pour une société, ce qui veut dire aujourd'hui qu'une société qui est sanctionnée par le CNAPS, elle ne doit pas exercer pendant une certaine période. Vous avez des sociétés qui exercent encore. Ça veut dire qu'en fait, on n'a aucune information que la société a la CTITE. De pouvoir la publier va permettre à ses clients d'être beaucoup plus rassurés sur cette partie-là. Et derrière, effectivement, d'éviter toute dérive. Donc ça fait partie de la sécurité globale. Et après, il y a d'autres choses qui sont évoquées, telles que le numéro sur les tenues, qui est un sujet, mais bon, voilà. Donc effectivement, je pense qu'on a encore des choses à voir. La garantie financière, nous l'avons proposée. Aujourd'hui, alors encore, mis de côté. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à voir. Sur les incendies aussi, sur la protection écoutez, ça fait des années qu'on en parle. Des années qu'on en parle. On parle de l'incendie, c'est un sujet très complexe. Aujourd'hui, on a des agents qui travaillent en incendie sur les sites sensibles, qui n'ont pas de carte professionnelle. Des personnes qui sont en dehors du livre 6 du CSI. Comment voulez-vous? C'est-à-dire que vous avez une personne qui travaille en sûreté, qui a une autorisation d'exercer en quête de moralité, et vous avez une carte professionnelle, et vous avez celui qui travaille en incendie qui n'a rien du tout. Donc automatiquement, celui qui a une moralité pas très claire va travailler dans le domaine de l'incendie. Et donc chez vous, ils ont le droit tout de même de travailler sur le secteur de l'incendie, ou est-ce que c'est vraiment très régi par la loi? On a une double carte. C'est-à-dire qu'en fait, toute personne qui travaille chez nous en incendie
automatiquement ont la carte professionnelle. Ce qui permet d'avoir la vérification de la moralité de la personne. Ouais. Concernant les grands événements sportifs à venir aussi, vous êtes prévu dans cette loi de sécurité globale ou pas sur l'intervention? Par exemple, je pense à la Coupe du Monde de rugby en 2023, les Jeux Olympiques, les Paralympiques. Est-ce que justement vous serez intégré? Le GES est déjà intégré, mais je pense qu'on a encore beaucoup à faire, parce que le sujet de la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, il y a deux sujets. Il y a à la fois le recrutement qui va être incroyable. On a besoin quand même de 30 000 salariés dans le territoire de France. Grosse problématique. Et ensuite, il y a la problématique de l'attractivité des salariés. Pour recruter des gens, il faut leur donner envie de venir. Et donc, ça revient un peu à ce qui a été évoqué. Les augmentations qui seront quand même significatives en 2022 de 10%. Et donc, ça permettra aussi d'aller chercher des salariés et d'avoir une attractivité dans notre métier, qu'on n'a pas aujourd'hui, soyons très clairs. Et vous avez écrit un livre blanc sur la sécurité. Est-ce que vous, justement, vous faites le bilan de tout ce qui va et ce qui ne va pas dans cet ouvrage? Est-ce qu'on peut rappeler les grandes lignes? Ça revient un peu à ce qui a été évoqué. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a des sujets qui ont été abordés, il y a des sujets qui ont été mis de côté, il y a encore des choses qui ont été sorties, mais on a besoin absolument d'avoir cette collaboration avec le public privé pour être beaucoup plus... je pense avoir beaucoup plus de place, parce qu'aujourd'hui, la sécurité privée n'a pas encore sa vraie place qu'elle doit avoir. Et donc derrière, on a effectivement les sujets qui ont été vus. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu des choses qui se sont mises en place, mais effectivement, je pense qu'on est encore à l'écart et on doit absolument changer cela. Et ça, le GES se bat pour ça et il faut absolument que ça bouge. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Là, vous allez attendre encore la fin de la crise. Ensuite, il y aura les élections présidentielles. Donc, ça veut dire qu'on est un petit peu face au mur. Est-ce qu'il faut attendre le prochain mandat pour avancer? Pas du tout. On est aujourd'hui un syndicat actif, que ce soit président comme administrateur. Aujourd'hui, on doit se faire écouter. On a aujourd'hui, effectivement, la communication qui est en train de se travailler également. On a plein de propositions, on les a faites, on n'a pas terminé, on est actif sur le sujet. Donc je pense qu'on n'entendra pas, il faut absolument que ça bouge, c'est maintenant, c'est pas demain. Ouais. Et donc que ce soit les augmentations, que ce soit les projets de loi qu'on a proposés, effectivement ça a été revu. En revanche, nous allons communiquer pour faire savoir nos positions. Donc vous ferez, c'est-à-dire la présentation officielle de ce livre blanc et vous direz voilà ce qui ne va pas. Vous demanderez un rendez-vous à ce moment-là au ministère de l'Intérieur. Il y a effectivement des discussions sur les sujets. Il y a une communication qui est en cours par le GES et notamment par le président. Et il y aura des discussions notamment sur la sécurité globale et ce qui a été évoqué récemment. On va terminer, Ben Ammar Balil, sur votre parcours professionnel. Vous êtes un grand spécialiste de la sécurité. On sent votre passion, c'est votre domaine. Vous avez toujours été dans ce secteur? Écoutez, oui, j'ai commencé en 97 dans une société et j'ai fait mes stages. J'ai commencé à faire mon stage, donc je connais bien cette partie théorique et pratique du terrain. J'ai fait mes stages, j'ai travaillé en tant que commercial et puis j'ai toujours créé ma société en fait. J'ai eu ma licence AES et ensuite, en 2001, j'ai créé ma société, donc jeune. Et aujourd'hui, 20 ans d'ancienneté pour le groupe Luxant et 40 ans pour Octopus, une belle fierté. Et Octopus, c'est la pieuvre? Oui, c'est encore différent. Je pense qu'il y a une stratégie plutôt de territoire et d'activité parce que Octopus devait se développer dans d'autres choses. Donc il y avait une stratégie effectivement par rapport à ce nom. Et Octopussy était à James Bond, donc on a beaucoup on revient dans le domaine de la sécurité. Effectivement. Très bien, merci beaucoup Ben Ammar Balil, donc président fondateur de Luxant Group, avec cette reprise de Octopus, donc qui va former un grand groupe français leader avec plein d'activités, on l'a bien compris. Merci beaucoup d'avoir suivi à vous, Eric. la grande interview.